remercier le professeur Chreibi et le bureau de l'AMCAR de m'avoir invité à participer avec vous dans les 28e journées nationales de l'AMCAR. Je me suis fait un fond de plage pour être un peu en monde avec vous. On m'a demandé de parler des ablations des tachycardies. J'ai choisi de parler des tachycardies supraventriculaires en raison du temps. Je vais essayer en plus de parler le moins possible avant que ce soir qui sera évoqué par mon ami de Meknes, le professeur Najmuddin. En guise d'introduction, je vous rappelle que les tachycardies sont un motif fréquent de consultation aussi bien aux urgences qu'en cabinet. Ils sont 2 fois plus fréquentes chez la femme et chez les sujets de plus de 65 ans, avec plus de réentrée intranodale chez les femmes et les sujets adultes et plus de voies accessoires chez les hommes et chez les jeunes. Le flotteur reste une arythmie très fréquente, surtout chez les hommes par rapport aux femmes, et c'est le sujet plus âgé. Dans les séries d'ablation, le podium est occupé par la réentrée intranodale, le flotteur et les voies accessoires, et ceci est grâce à la place que prend de plus en plus les techniques d'ablation dans la gestion des arythmies, et depuis qu'on a compris le mécanisme des arythmies, cette ablation est rendue relativement plus simple. Le mécanisme le plus fréquent est la réentrée, que vous connaissez tous. Il s'agit d'un circuit créé par la présence d'une dualité de conduction favorisée par la présence de 2 voies, une voie rapide à période réfractaire longue qui conduit le rythme sinusal, une voie lente à période réfractaire courte qui reste, en stand-by jusqu'à ce que la survenue d'une extrasystole qui va trouver la voie rapide en période réfractaire et va emprunter la voie lente de façon d'ailleurs lente jusqu'à ce que la voie rapide sorte de sa période réfractaire et sera empruntée de façon rétrograde, entraînant le maintien du trouble de rythme. Et cette réentrée est impliquée dans la majorité des troubles de rythme, notamment soit par 2 voies de conduction distinctes, comme c'est le cas de la voie accessoire, réentrée par voie accessoire, réentrée par intramodale, soit grâce ou à cause d'obstacles anatomiques qui favorisent le circuit de réentrée dans le flotteur atrial. À l'inverse, dans la tachycardie atriale, le mécanisme est relativement différent puisqu'il s'agit d'un foyer siège d'un hyperautomatisme, une activité déclenchée qui va se propager dans le tissu myocardique puis emprunter les voies de conduction pour entretenir le trouble de rythme. Mais vous êtes d'accord avec moi que le patient se soucie moins de la nature du mécanisme de son arythmie que par la gestion proprement dite de son trouble de rythme. Et c'est pour ça que l'évaluation clinique doit prendre en considération l'âge du patient. S'agit-il d'un premier épisode ou est-ce un épisode récurrent, ce qui est important dans la décision de l'ablation? Y a-t-il des antécédents familiaux, notamment lorsqu'il s'agit de voies accessoires? Est-ce que la symptomatologie se limite à des palpitations de début et fin brusque dont il faut préciser la durée, ou à l'inverse, c'est des symptomatologies mal tolérées, faites de précardialgie, dyspnée, l'hypothymie, qui doivent faire chercher une cardiopathie sous-jacente? Quelle en est la réponse aux manœuvres vagales? Le patient a-t-il pris des médicaments antiarythmiques auparavant? Ont-ils été efficaces? Et essayer d'avoir un ECG en tachycardie qui va nous orienter de façon relativement, je dirais, grossière sur le type de tachycardie. Lorsqu'il s'agit d'une tachycardie régulière, on va penser plus à la réentrée par intranodal ou par voie accessoire, ou une tachycardie atriale focale, voire un flotteur atrial à conduction fixe. S'il s'agit d'une tachycardie régulière, après avoir éliminé la fibrillation atriale, on devrait penser au flotteur à conduction variable, à une tachycardie multifocale ou toute tachycardie avec un bloc oculoventriculaire variable. Donc, en plus de l'électrocardiogramme, il faut s'intéresser à la présence ou pas d'une anémie, d'une dysfonction thyroïdienne, lorsque le tableau est évocateur de risque coronarien, ne pas hésiter à chercher une ischémie myocardique avant de proposer une exploration extraphysiologique endocavitaire qui permettra de faire le diagnostic définitif et d'anticiper, si c'est nécessaire, l'ablation qui aura pour but de délivrer une énergie qui va, entre guillemets, couper le circuit ou le foyer qui entretient le trouble de rythme. Je commencerai par la tachycardie atriale focale. Certes, c'est la moins fréquente des tachycardies supraventriculaires en ablation, mais elle interpelle par la variété de l'électrocardiogramme, la variété du foyer où
où ça naît, et surtout lorsque on sait que la persistance d'une tachycardie atriale pourrait entraîner une cardiomyopathie rythmique, surtout lorsque cette tachycardie est incessante ou très fréquente. Et en plus, c'est plus fréquent lorsque la fréquence cardiaque de la tachycardie est relativement peu élevée. Donc, ça ne doit pas être très rassurant. Il faut toujours surveiller le patient, ne pas hésiter à lui proposer une ablation avant que la cardiomyopathie rythmique ne s'installe. D'ailleurs, c'est un classe 1 dans les recommandations de 2019. Il faut proposer l'ablation par cathéter, surtout que lorsqu'on sait qu'on peut résoudre le problème en moins de quelques secondes, lorsque on délivre la radiofréquence, on pourra arrêter la tachycardie. Le challenge est de reconnaître et d'identifier le foyer par où naît cette tachycardie. Donc, souvent, c'est au niveau de crista terminalis ou de la notre cuspide, mais parfois, c'est plus difficile à atteindre ou à trouver, notamment dans le sinus coronaire ou autour des veines pulmonaires, tout l'intérêt de s'aider, lorsqu'il le faut, de la cartographie qui permet, par un mapping électromagnétique, de détecter le point d'activation le plus précoce et de permettre de délivrer la radiofréquence au point adéquat. Le flotteur, vous le connaissez tous, le électrocardiogramme est typique, on donne de scie avec une activité atriale, on donne de scie ou en toit d'usine. C'est un circuit, lorsqu'il est typique, qui se fait autour de la notre cuspide, mettant en contribution la crista terminalis, mais surtout l'isthme votre cuspide, qui est accessible de façon facile lors de l'ablation. C'est pour cela d'ailleurs que les ablations de flotteurs sont les ablations qui ont permis d'établir cette technique comme une bonne option thérapeutique dans les troubles de rythme. Déjà, Nathalie, en 2000, a dit que la radiofréquence doit être considérée qu'on devrait penser à la radiothérapie comme première ligne thérapeutique dans le traitement de flotteurs. Et en 2006, il était presque obligatoire de penser à la radiofréquence comme première ligne thérapeutique de flotteur. C'est moins simple lorsqu'il s'agit d'un flotteur atypique, soit parce qu'il est à gauche autour d'obstacles anatomiques ou électrophysiologiques, ou autour d'obstacles chirurgicaux créés par la suture ou par les patchs de correction de communication interauriculaire. Et là aussi, il ne faut pas hésiter. Lorsque la tachycardie est récurrente et symptomatique, de proposer en classe 1A l'ablation lorsqu'il s'agit d'un flotteur qui dépend de l'isthme cavotrocuspide. Lorsqu'il s'agit d'un flotteur atypique, il faut proposer l'ablation, mais dans des centres expérimentés qui, de préférence, ont la cartographie qui permet de détecter cette boucle qui va du rouge jusqu'au pourpre et qui dessine la fameuse collision entre la tête et la queue, qui peuvent permettre de localiser le lieu où on va délivrer la radiofréquence. La tachycardie parientale est actuellement une des tachycardies les plus fréquentes dans les séries d'ablation. Le diagnostic est souvent facile lorsqu'on arrive à détecter la pseudo-onde R en fin de QRS de V1 ou des incidents en D2, D3, en fin de QRS D2, D3 AVF, surtout lorsqu'on le compare au ECG en rythme sinusal. L'indication de l'ablation est ici également classe 1 lorsqu'il est tachycardie récurrente et symptomatique, avec une petite nuance. Lorsque les tachycardies sont de courte durée, peu symptomatiques, peu fréquentes, on nous dit qu'il faut de préférence avoir une abstinence de thérapie. Pourquoi? Parce que l'ablation de la tachycardie par rayon intra-abdominal, plutôt que de la voie lente qui en est la cause, se fait tout près de nœuds auriculo-ventriculaires, et donc avec un risque important de localiser le lieu où on va délivrer la radiofréquence. La tachycardie parientale est actuellement une des tachycardies les plus fréquentes dans les séries d'ablation. Le diagnostic est souvent facile lorsqu'on arrive à détecter la pseudo-onde R en fin de QRS de V1 ou des incidents en D2, D3, en fin de QRS D2, D3 AVF, surtout lorsqu'on le compare au ECG en rythme sinusal.
L'indication de l'ablation est ici également classe 1 lorsqu'il est tachycardie récurrente et symptomatique, avec une petite nuance. Lorsque les tachycardies sont de courte durée, peu symptomatiques, peu fréquentes, on nous dit qu'il faut de préférence avoir une abstinence de thérapie. Pourquoi? Parce que l'ablation de la tachycardie par variante intranodale, plutôt que de la voie lente qui en est la cause, se fait tout près de nœuds auriculo-ventriculaires et donc avec un risque important de survenue de bloc auriculo-ventriculaire, d'où elle est souvent bien faite lorsque ça se fait dans des centres expérimentés. Sinon, lorsque c'est très proche, il ne faut pas hésiter à proposer la cryothérapie qui est efficace et surtout sûre. Ça a été déjà démontré dans les voies que ce soit parisiens, mais également dans le rayon très intranodal, et surtout chez les sujets jeunes, chez qui le triangle de Koch est étroit et donc la manipulation devient relativement risquée. Donc, de façon plus rapide, je parlerai de la femme enceinte. Lorsque vous découvrez une tachycardie chez une jeune dame, il ne faut pas hésiter à proposer l'ablation avant la grossesse. Si par contre vous la découvrez au cours de la grossesse, évitez le maximum le traitement antiarythmique pendant le premier trimestre. Sinon, vous pouvez utiliser la cardioversion lorsqu'il est nécessaire. Les bêta-bloquants peuvent être alors après utilisés en cas de réentrée sans voie accessoire. En cas de voie accessoire, il faut utiliser la flécaïne. Si malgré ça, il y a un échec ou les tachycardies sont gênantes et très récurrentes, on sera forcé de proposer l'ablation par cathéter au deuxième trimestre, de préférence chez des centres qui disposent de cartographie, qui maîtrisent la cartographie. Je reviendrai sur la notion de cardiopathie rythmique. Vous savez tous maintenant que toute trouble de rythme ou tachycardie incessante peut donner une cardiopathie rythmique, sauf la tachycardie sinusienne appropriée, bien sûr. L'ablation par cathète est recommandée dès que vous constatez la dégradation de la fonction VG. Vous pouvez vous aider de bêta-bloquants, mais si malgré ça, la dégradation progresse, il ne faut pas hésiter à proposer l'ablation du neuroventriculaire, l'implantation d'un système de resynchronisation, soit par CRT ou par stimulation hertzienne. Ça a été déjà grade 1 dans les recommandations de 2019. Ça a fait beaucoup de débats dans la recommandation de 2021. On l'a vu avec professeur Alami et professeur de Nice. Donc, c'était déjà indiqué par les rythmologues en 2019, puis de nouveau en 2021. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et chez les sportifs qui ont été aussi à la mode à cause de l'incident douloureux, actuellement, la recommandation, c'est de proposer, voire d'imposer l'ablation chez les sportifs de haut niveau qui présentent des troubles de rythme. Ils ne vont reprendre au sport qu'après un mois, si pas de récidive. Si à l'inverse, si l'ablation n'est pas faisable ou n'est pas désirable par le patient, les sports seront autorisés lorsqu'il s'agit de tachycardie supraventriculaire, sauf lorsque les sports où il y a un risque de perte de conscience, notamment la plongée, l'alpinisme, la conduite d'engin. Là, il ne faut pas qu'il fasse ce sport-là. Donc, avant de conclure, l'ablation de tachycardie a fait ses preuves en efficacité avec un succès autour de supérieur à 90%, une récidive à moins de 10%, dans le flotteur à moins de 2% dans la réentrée intranodale. Les complications, certes, sont là, mais ils sont très peu nombreuses, dépassent rarement le 1%. Ils ne sont pas très, très dangereuses et ils sont de moins en moins fréquentes depuis l'utilisation de la cartographie et éventuellement la cryothérapie dans certains cas. Et le coût ne doit plus être un prétexte pour ne pas le proposer, parce que depuis 92 déjà, on a démontré que dans le tachycardie réentrée intranodale, chez les patients qui se présentent au moins 2 à 3 fois aux urgences, l'ablation permet un meilleur bénéfice clinique, mais également beaucoup de bénéfices dans le coût de santé de la prise en charge de ces tachycardies. Donc, pour conclure, l'ablation par cathète sera proposée comme traitement de premier choix pour l'ablation de tachycardie par réentrée aux tachycardies focales. Il faut proposer l'ablation s'il s'agit d'une cardiopathie rythmique. Il faut la recommander aussi chez les sportifs de haut niveau. Chez la femme enceinte, chez la femme, il faut proposer l'ablation avant la grossesse. Chez les enceintes, à traitement médicamenteux et éventuellement, si c'est obligatoire ou nécessaire, faire l'ablation au deuxième trimestre. Le sotalol, digoxine et le pile de pocket ont disparu des recommandations depuis les recommandations de l'ESC 2019. Je laisse à monsieur, Dr Najmuddin, le privilège de parler de la voie ce soir et je vous remercie.